Pour cette troisième vidéo abécédaire, Frustration Magazine reçoit Françoise Vergès sur le thème du colonialisme. Frustration a besoin de vous, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee ou sur notre site internet. Alors bonjour. Est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter? Françoise Vergès, autrice, militante. Avec notamment les massacres à Gaza et les révoltes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, le colonialisme, que certains avaient l'air de penser être un thème des siècles passés, est revenu avec une actualité très violente. Comment est-ce qu'on peut définir le colonialisme? Le colonialisme, avec ce qui se passe à Gaza et ce qui s'est passé en Kanaki, mais on pourrait aussi dire à Mayotte ou ailleurs, effectivement a remis à jour la question de ce que c'est que le colonialisme, avec cette idée que ça n'était terminé avec les indépendances et ce qui a été appelé la décolonisation, et d'oublier à quel point il est fondateur du monde dans lequel nous vivons, et qui n'a pas disparu simplement avec les indépendances, puisqu'il fait partie de la fondation du monde dit moderne, quand l'Europe se lance dans la colonisation du monde, et toutes les pratiques qui sont mises en place et les idéologies n'ont pas disparu. La construction d'un monde entre le monde civilisé et les mondes non civilisés, entre le monde blanc de grande civilisation et les mondes non blancs, n'a pas disparu du tout avec la fin de certaines colonies, puisqu'il existe encore des colonies. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, effectivement, la question du peuplement, de la colonisation de peuplement, que ce soit donc la Palestine et la Kanaki, ça a été vraiment mis en lumière. Et la permanence de cette politique, le fait les mentalités qui en ressortent, et comment ça pèse sur les politiques aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est pas justement, on dit les colons comme si c'était des personnes comme d'autres. Mais non, les colons, c'est quand même une certaine idéologie, une certaine manière de voir le monde, et de son droit à être sur une terre qui ne lui appartient pas, et reste quand même très, très fort. Donc vous appartenez au champ militant et intellectuel du féminisme décolonial, sur lequel vous avez écrit un livre important, Un féminisme décolonial. Donc comment on définit ce féminisme décolonial et qu'est-ce qui va le différencier d'autres formes de féminisme? Alors j'ai voulu parler d'un féminisme décolonial, d'une part parce que maintenant féminisme, tout le monde peut l'être, et l'extrême droite l'est, bon, il y a toute forme de féminisme, mais à l'intérieur même des féminismes qui seraient donc quand même plus révolutionnaires que les féminismes dits universalistes et d'autres, de ramener la question coloniale, de ramener le fait que un féminisme a été complice du colonialisme et ne s'est pas décolonisé. Il n'y a pas eu de décolonisation profonde du féminisme européen ou occidental, bon, d'une part, et d'autre part que le projet de décolonisation, il y a un féminisme qui participe et qui adhère à ce projet de la décolonisation du monde, qui donc n'est pas simplement, je le répète, la question des indépendances, mais la question de l'abolition. Là, je reprends donc la théorie de l'abolitionnisme qu'on connaît chez les féministes noirs aux États-Unis, mais aussi chez des féministes d'Amérique du Sud, qui est l'abolition de tous les systèmes d'exploitation et de domination que l'on connaît. C'est-à-dire de dire que l'abolitionnisme n'est pas allé jusqu'au bout, qu'il s'est arrêté à simplement des formules ou des fins de certains statuts, mais n'est pas allé jusqu'au bout, c'était dans l'abolition d'une économie qui met en place l'exploitation raciale et genrée de populations entières. Il y a tout un féminisme occidental qui s'est absolument jamais posé la question de sa propre complicité avec déjà l'esclavagisme colonial et puis ensuite le colonialisme ou l'impérialisme. S'est jamais vraiment posé la question. Sous le fait que les femmes étant donc des opprimées en tout temps et en tout lieu, ferait que les femmes blanches occidentales seraient les sœurs de femmes palestiniennes ou de femmes au Congo, alors qu'on sait que c'est absolument pas vrai. Donc ça permet de poser cette question et de séparer donc ce que d'ailleurs Frantz Fanon a analysé, mais aussi des féministes, c'est-à-dire de séparer les femmes des populations racisées, dominées, des hommes. Et donc de s'approprier le pouvoir colonial ou impérialiste, de s'approprier ces femmes avec tout ce syndrome de sauveur
de sauveurs blancs ou de sauvetrices, enfin, au féminin, blanches de ces femmes. C'est une vieille stratégie qui revient régulièrement et qui marche un peu parce qu'évidemment, on présente de terribles situations de femmes dans le sud global et évidemment, tout de suite, on va se dire, mais c'est pas possible, ces hommes sont horribles, etc. Il faut donc aller sauver les femmes. Et ça a absolument excusé, enfin justifié la guerre en Algérie, ça a justifié l'intervention impérialiste en Afghanistan, ça justifie les interventions en Kanaki. Et cette manière de présenter les hommes racisés, noirs, arabes, autochtones, roms, enfin tous les autres, comme étant par nature des dominants. Vous avez écrit plusieurs articles sur la psychiatrie coloniale et inversement sur la perspective d'une psychiatrie décolonisée, et notamment en vous référant à Frantz Fanon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc Frantz Fanon, parce que c'est le plus connu évidemment en France, mais il y a eu des tas d'écoles, hein, notamment au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Afrique du Sud, dans l'Amérique du Sud, dans plusieurs pays, de qu'est-ce que ça serait le soin qui ne serait pas justement l'approche de la psychiatrie coloniale. Aujourd'hui, il y a quand même énormément, on voit bien que les gens vont pas bien. Les gens vont pas bien. J'étais à l'île de la Réunion l'an dernier pendant plusieurs semaines, pendant presque 2 mois, pour justement revoir un peu ce qu'avaient été les luttes là-bas. Et on me disait qu'il y a un taux de dépression énorme et qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux qui sont traités par la psychiatrie française dominante, mais qui donc sont l'expression d'un mal-être, de quelque chose ne va pas. Et on ne peut pas aller bien dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il est d'une telle brutalité, d'une telle cruauté, on ne peut pas aller bien. On ne peut pas aller bien, rien ne va. Rien ne va, rien n'est fait pour qu'on soit bien dans nos corps et dans nos têtes, pour qu'on soit joyeuse tous les jours. Donc évidemment, ça produit, le capitalisme racial produit un mal-être. Donc Fanon l'avait signalé pour ce qui est du moment colonial, mais on le voit que c'est pas simplement dans la colonie que ça se passe, puisque ça se passe aussi dans les sociétés, que je veux dire en France ça se passe, je veux dire les gens ne vont pas bien, dans tous ces pays occidentaux, on voit aux États-Unis les gens je veux dire, s'autodétruisent ou tuent d'autres parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable de la vie. Donc on s'autodétruit ou on détruit d'autres parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Je pense qu'aujourd'hui, même, il faut étendre l'analyse de Fanon, il faut la pousser encore plus loin à cause de technologies dont qu'il ne pouvait pas connaître, quoi. Je veux dire, toutes ces questions de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, qui rend encore plus compliqué qu'est-ce que c'est qu'être une personne, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le ventre des femmes, dans lequel vous avez mis la lumière sur un moment de l'histoire qui est peu connu dans l'Hexagone, qui est la politique d'avortement et de stérilisation des femmes réunionnaises à leur insu, dans les années 60-70. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce qui m'avait intéressé pour parler dans Le ventre des femmes, c'était de dire qu'au même moment, un État pouvait mener 2 politiques de criminalisation de l'avortement en France, de poursuite, hein, d'envoyer des gens en prison, des médecins, des femmes qui pratiquaient des avortements, de les envoyer en prison, et dans un outre-mer, d'encourager ces avortements et d'encourager la contraception, d'encourager le contrôle des naissances. C'est-à-dire l'idée qu'il y en a trop d'enfants, et là, il n'y en a pas assez. Et c'était aussi le moment des grands mouvements en France, MLAC, MLF, tout ça, pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Mais le fait que ces mouvements féministes n'aient pas pris aussi complètement en compte ce que ça signifiait, c'est-à-dire d'avoir pensé que c'était juste un truc colonial, et non pas une conception à l'intérieur même de l'État de qui peut naître et qui ne doit pas naître, qui doit naître et qui ne doit pas naître. Et donc, qui peut être une mère et qui ne doit pas être une mère, et qui s'exerce maintenant aussi en France contre les femmes roms, ou contre des femmes pauvres, ou contre des femmes musulmanes. Je veux dire, donc cette question-là n'avait pas été prise en compte par le mouvement féministe. Donc le livre était à la fois de montrer pourquoi des médecins s'étaient trouvés tout à fait, avaient
légitimes à faire ça, sans consentement, donc dans une relation de domination raciste, patriarcale, masculine, et, et comment finalement ça n'avait pas fait scandale, c'était complètement, et on le revoit aujourd'hui dans les paroles du président de la République qui parle de réarmement démographique pour la France, mais alors que à Mayotte, c'est la dénonciation de femmes comoriennes qui feraient tout d'enfants et qui viendraient polluer la maternité de l'île. Donc cette politique, elle continue. La question du contrôle des naissances est profondément politique et raciale. En 2001, vous avez écrit un livre dont le titre peut, au premier abord, surprendre et qui s'appelait « Abolir l'esclavage, une utopie coloniale ». Il était sous-titré « Les ambiguïtés d'une politique humanitaire ». Vous y montriez des liens entre abolitionnisme, un certain discours moral républicain et le colonialisme autour d'une mission civilisatrice, des liens qui persistent dans la logique de l'humanitaire. Oui, dans Abolir l'esclavage, une utopie coloniale, je voulais montrer, si vous voulez, c'était surtout au moment où tout d'un coup la France se réincarnait en puissance abolitionniste et généreuse, de rappeler ce qui, dans l'abolitionnisme français, était cette politique de la pitié, on pourrait dire de pitié dangereuse, c'est-à-dire d'aborder la question de l'esclavage comme une relation de charité, une politique de charité et de pitié envers ces pauvres esclaves qu'on va finalement libérer. Et qu'en fait, dans le même temps, étaient déjà pensées les relations de travail qui seraient imposées, puisqu'il fallait passer de l'esclavage au travail forcé, ou au travail contraint, ou au travail salarié, mais évidemment un travail salarié qui n'allait pas poser l'égalité de tout ça. Et que l'abolitionnisme n'a pas été antiraciste. Et qu'on pouvait être contre l'esclavage, mais pas antiraciste. Et ça, c'était important à le souligner. Comme on a pu être anticolonialiste sans être antiraciste. Et donc la question du racisme restait non posée. Et on a vu des abolitionnistes républicains extrêmement sincères pour être partisans de la colonisation. Parce que partisans du fait que la France, étant républicaine, allait apporter du mieux-être et du progrès dans ces peuples plongés évidemment dans la nuit et de l'arriération ou des choses comme ça. Et en fait, les esclaves n'ont... L'abolitionnisme, c'est la fin d'esclaves, mais ce n'est pas la fin de la propriété privée, ce n'est pas la fin de la terre aux mains des grands propriétaires blancs, c'est pas du tout d'égalité, il n'y a pas du tout de programme, et c'est aussi, n'oublions pas, la compensation des propriétaires d'esclavisés par l'État. Donc, comme ils ont perdu leur propriété privée, et donc, il n'y a pas du tout de questionnement du principe de propriété privée, qui demeure extrêmement important. Donc, alors que l'abolitionnisme aurait dû mettre en question la notion même de propriété privée. En 2003, donc, vous aviez écrit un ouvrage avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel qui s'appelait « La République coloniale, essai sur une utopie ». On associe parfois le racisme et l'impérialisme à l'extrême droite, à des régimes autoritaires, voire même des fois au fascisme. Et pourtant, ce que ce livre montrait, et ce que vous dites maintenant, c'est que la colonisation fut largement républicaine, qu'elle a renforcé la République, et que ce lien persiste. Oui, la colonisation post-esclavagiste, c'est vraiment sous la Troisième République qu'elle se mène largement, hein, même si elle a commencé un peu avant. Mais là, c'est vraiment... Non seulement elle se mène, mais aussi elle vient avec ce discours de mission civilisatrice, de générosité, d'une France qui apporte le bien, la santé, l'éducation, et qui se distingue constamment des Anglais qui, eux, seraient des colonisateurs qui justement seraient racistes. Ça va constituer profondément la pensée républicaine française jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on voit même une gauche française qui s'empêtre très souvent dans la question coloniale ou postcoloniale. Et c'était très important de montrer ça. C'était très important de montrer que des républicains, mais des vrais républicains, c'est-à-dire pour la République, égalité, liberté, égalité, fraternité, étaient colonisateurs, étaient pour la colonisation. Donc il y avait un lien entre République, la Constitution, la construction de la République, telle qu'on la connaît sous la Troisième et dont nous sommes toujours issus, et la colonisation.
Donc, à l'intérieur même de la pensée républicaine, il y a une pensée coloniale, il y a un fondement colonial qui n'a jamais été complètement confronté. Vous faites partie des membres fondateurs du collectif Décoloniser les arts. Qu'est-ce que c'est la colonialité dans le monde de l'art et de la culture, et qu'est-ce que ça veut dire décoloniser l'art? Quand on s'intéresse à l'esclavage, à la colonisation, on s'intéresse à ce qu'on appelle la représentation, comment la représentation a accompagné l'esclavagisme et la colonisation. La représentation de l'autre d'une manière stigmatisante a accompagné ça. Il fallait fournir de l'image. Et l'invention de la photographie et du cinéma vont être absolument fondamentales dans la propagande coloniale en France, si on continue à prendre l'exemple de la France. Vraiment, il y a les os humains, il y a tout cela. Donc il y a une production énorme d'images fixes ou mouvantes qui vont contribuer à cette idéologie. Donc la question des arts, il y a une deuxième aussi pour moi une remarque, c'est que vous n'avez pas de mouvement de libération nationale ou mouvement révolutionnaire sans une attention à la question de l'art et de la culture. Qu'est-ce que ça voudrait dire un art libéré de l'oppression, de l'idéologie capitaliste et raciste? Qu'est-ce que ça serait? Et on sait qu'il y a eu énormément de tentatives, hein, ça ne s'est pas posé avec Décoloniser les arts seulement, ça s'est posé dans les pays qui devenaient indépendants. Qu'est-ce que ça va être? Quelle est la culture? Quel est l'art que nous allons mettre en avant? Avec des créations de théâtre, des créations de ballet, des créations de cinéma. Le cinéma a été extrêmement important. De reprendre justement cette production, cette forme de création pour proposer autre chose. Donc décoloniser les arts, c'est aussi à un moment donné de dire non mais le monde de l'art en France est toujours présenté comme progressiste et il l'a été en grande partie, mais misogynie et racisme, ça y est. Ça existe. Et ça avait été les premières choses en 2015, ça avait été de montrer que toutes les institutions culturelles en France et artistiques étaient quand même dirigées par des hommes blancs de 50 ans. Quoi. Je veux dire, c'était vraiment encore donc en plein XXIe siècle. Mais c'était aussi de réfléchir à qu'est-ce que seraient des représentations, des formes de représentation, des formes de narration qui échapperaient à ce cadre hégémonique occidental et qui ne serait donc pas simplement de la dénonciation, de dire voilà, mais qui serait aussi de la création. Comment réimaginer quelle autre forme de narration, quelle autre forme de picturale, quelle autre forme de cinéma nous pouvons inventer aussi pour justement échapper à ces cadres hégémoniques. Vous venez vous-même d'une famille qui a une longue histoire de lutte contre le colonialisme, puisque votre père, Paul Vergès, était un militant anticolonialiste et fondateur du Parti communiste réunionnais, tandis que votre oncle était l'avocat Jacques Vergès, qui a notamment défendu des militants pour l'indépendance de l'Algérie. Comment cela vous a influencé et qu'est-ce que vous gardez de cet héritage? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, c'est que... Qu'est-ce que j'ai appris? D'abord que la lutte peut être joyeuse. C'était des gens très joyeux et très déterminés et très courageux. Donc le courage aussi, ça m'a quand même beaucoup impressionnée, notamment quand j'étais quand même jeune adolescente ou même petite fille. Et ça, et puis assez simplement, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas possible. Donc c'est pas plus de théorisation que ça. Non, absolument pas. On ne traite pas les gens comme ça. C'est pas possible. Donc ça, comme base forte, non. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de banalisation. Non, non, non. Ça se fait pas. Non, c'est pas comme ça. On ne traite pas les êtres humains comme ça. Donc voilà, il faut se battre. Il y a un terme qui a émergé après les vagues de décolonisation, c'est celui de néocolonialisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme et qu'est-ce qui va le différencier du colonialisme et quel est le point commun entre les deux? Alors oui, néocolonialisme, notamment ça vient de ce texte de Nkrumah, Néocolonialisme, nouveau stade de l'impérialisme, où il disait que l'impérialisme allait se présenter sous cette forme-là. C'est-à-dire que ce ne serait pas l'oppression directe, l'occupation directe de la terre, mais par les corporations qui viendraient extraire, continuer à voler et continuer à déposséder à travers des lois au niveau international, donc les lois du commerce, toutes ces choses que fait l'Organisation mondiale du commerce ou d'autres formes de droits internationaux qui favorisent les pays du Nord. Donc je pense que néocolonialisme
peut continuer à nous éclairer pour certaines analyses, de montrer effectivement qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'occupation de la terre entière, c'est l'occupation de l'endroit où il y a de la ressource. Donc, je ne sais pas, ça peut être pétrole, nickel ou je ne sais pas quoi, avec parfois des armées privées ou parfois les armées des États, ou les États complices, où le pays envoie sa propre armée. Et là, donc, c'est vraiment de la construction en enclave totale, vraiment d'enclave, d'extraction et d'exploitation et de domination, avec la complicité des États. Et ça, je pense que oui, on peut toujours continuer à parler de néocolonialisme en ce sens. Alors, quelle est la distinction profonde avec colonialisme? C'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il y a des cas de colonisation de peuplement, toujours, mais il y a aussi à côté ces formes de colonisation où les corporations viennent s'installer avec la protection de milices privées, la complicité des États. Et là, en fait, règne sur cette enclave de manière complètement hégémonique, totale, monopolistique. Il n'y a plus de droit national, de droit international là. Et ça, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. C'est des choses qui se passaient déjà avec la Compagnie des Indes, on pourrait dire, et qu'on revoit se mettre en place aujourd'hui. La France-Afrique est quand même de plus en plus attaquée par les pays qui en étaient les victimes, les États qui ont été les victimes, les États africains, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, sur lesquelles l'État français a décidé qu'il y aurait des relations spéciales au nom d'une histoire partagée, etc., qui était intervenue directement, l'armée française est parfois intervenue directement pour soutenir des dictateurs, ou des régimes autoritaires, facilitation pour les compagnies françaises ou commerciales ou d'extraction, d'avoir des contrats favorables. Donc oui, il y a eu une France-Afrique et puis l'imposition du franc CFA. Enfin, tout cela s'est imposé et qui est aujourd'hui très, très, très quand même contesté par les nouveaux régimes qui s'installent en Afrique de l'Ouest, puisque c'était essentiellement l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on revoit le nombre de coups d'État, le nombre d'interventions armées de la France, la protection de ces dictateurs et de leurs familles, la protection des exactions, c'est un projet impérialiste brutal. C'est pas juste une parole, c'est pas juste un mot, c'est vraiment une politique interventionniste. Donc récemment, on a vu le journaliste Jean-Michel Apathy qui a comparé les crimes coloniaux français en Algérie au massacre nazi d'Oradour-sur-Glane pendant l'occupation. Est-ce qu'il y a un lien entre nazisme, fascisme et colonialisme? Alors les liens, il y a déjà, on connaît la phrase de Césaire sur le choc en retour, où il dit que les États européens ne peuvent pas avoir fait tous les massacres qu'ils ont faits sans que toutes les idéologies racistes qui justifiaient ça ne fassent pas retour dans leur propre pays. Et pour lui, dans le discours sur le colonialisme, ce retour se fait sous la forme du nazisme. Et le scandale, c'est que ce qu'il dit, c'est que l'homme blanc le fait à l'homme blanc. Parce que jusqu'à présent, quand c'était des Malgaches, des Indiens ou des Camerounais, ça n'avait pas grande importance. Donc il y a cette thèse de Césaire, qui est aussi une thèse qu'on trouve chez d'autres penseurs noirs, africains ou des Amériques. Le fait est que finalement le fascisme est là des racismes coloniales aussi. Il y a eu des études aussi faites sur le retour de pensées racistes dans les colonies italiennes, servant le régime de Mussolini, donc nourrissant le régime de Mussolini, ou évidemment le génocide des Herero dans l'actuelle Namibie, une pratique par une armée allemande qui va ensuite reproduire. Maintenant, je pense qu'il y a aussi quand même dans le fascisme et le nazisme européen, l'antisémitisme qui est quand même très particulier à l'Europe. Qui est quand même, c'est né en Europe, quoi. Je veux dire, c'est en Europe qu'il y a des pogroms depuis le Moyen-Âge, qu'il y a des manières de mettre les Juifs à part, les communautés juives à part. Et ça, c'est quand même très européen. Donc il y a quelque chose quand même dans le fascisme et le nazisme européen qui cible particulièrement la communauté quand même juive, même s'il y a aussi les Roms et les communistes et d'autres, et qui ne va pas être dans la colonie particulièrement. Mais dans la colonie, ce qu'il va avoir, c'est l'association qui va être faite entre révolution bolchevique et anticolonialisme,
et qui va faire donc le lien qui va être fait, et la révolution bolchevique étant pensée par la droite et l'extrême droite comme étant juive, donc il va y avoir des liens qui vont être faits et qui vont particulièrement viser parfois, par exemple en Algérie, des juifs communistes. Mais donc dans ces liens, il y a évidemment, et il ne peut pas ne pas avoir de lien entre les lois raciales qui se font dans les colonies et le racisme du nazisme et du fascisme, ou de toutes ces dictatures qui ont lieu en Europe, qu'on oublie très souvent. Je veux dire, il y a quand même Portugal, Espagne et Grèce sont des dictatures pendant quand même très longtemps. On parle toujours, mais c'est en Europe jusqu'à même le milieu des années 70. Mais j'ajouterais quand même, oui, que l'antisémitisme, et qui est quand même particulier à cette forme européenne de fascisme et de nazisme. Trump a des volontés d'expansion territoriale, mais ces pays qui se constituent, ces États démocratiques, donc États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, qui se constituent contre la vieille Europe, et je ne suis pas en train de défendre la vieille Europe, mais effectivement qui se présentent aujourd'hui, sont des États coloniaux, sont des États génocidaires. Et là, on voit bien, oui, et de toute façon, les États-Unis sont dès le départ une puissance impérialiste. Je veux dire, l'expansion, nous, quand on voit les États-Unis, on la voit de l'Est à l'Ouest, mais ça a été un chemin de sang, de génocide. Il y avait des gens là, il y avait des peuples. Donc ça a été puis leur prendre leurs terres, leur prendre leurs richesses. Et comme vous le savez, si les Américains découvraient du pétrole dans une terre qui avait été quand même finalement conquise par un peuple natif américain, tout d'un coup, le traité était violé, tout ça. Donc oui, il y a quelque chose de profondément, parce qu'il y a une relation avec le capital aussi. Je veux dire, c'est des États-nations qui se construisent aussi sur l'extraction et le capitalisme. Donc et le capitalisme a besoin d'expansion. On constate en France une forme d'obsession du dévoilement des femmes musulmanes, dont le dernier exemple est la volonté de dévoiler les femmes dans le sport. Est-ce qu'il y a une dimension coloniale dans cette obsession française pour le voile? Dans l'obsession française sur le voile, il y a une dimension coloniale et puis une dimension islamophobe très profonde, très très profonde. Et ce que je montrais dans Un féminisme décolonial, c'est que c'est parti des femmes de gauche, cette obsession du voile. C'est aujourd'hui adopté par l'extrême droite et la droite, mais ce sont des féministes qui ont fourni ce discours sur la question, mais c'est le signe de l'oppression des femmes. C'est leur mari, leur frère, leur père qui les force. Il y a peut-être 3 exemples comme ça, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une obsession là-dessus. Et il y a, comment dire, une idéologie des droits des femmes qui se reconstitue chaque fois qu'il y a une question de hijab. Le hijab est l'occasion de se reconstituer comme défenseur des droits des femmes et ce féminisme universaliste de la France. Et donc, on a quand même des ministres qui sont quand même des espèces de brutes, je veux dire, fascisantes et policières, qui se présentent comme les défenseurs des droits des femmes. Bon, je veux dire, c'est vraiment, je ne vais pas dire on rêve, c'est plutôt on cauchemarde. Mais oui, ce sont des féministes qui ont fourni ça, dont d'ailleurs Gisèle Halimi était contre le voile. Elle a signé des pétitions à l'époque contre le voile. La loi de 2004 a été défendue par des féministes. Donc il y a à l'intérieur d'un féminisme français un colonialisme et une islamophobie très importante et qui est en lien vraiment avec un fond en relation avec l'Algérie qui n'arrive pas du tout, enfin qui ne veut pas se confronter à cette chose profonde. Déjà au 19e, il y a chez des féministes françaises républicaines une relation à l'islam différente de la relation qu'elles peuvent avoir avec d'autres colonies qui ne seraient pas donc musulmanes, enfin ou en tout cas majorité. Je veux dire, c'est arabes et musulmans qui vraiment les obsèdent. Et on a déjà quand même le fait, avec toute cette, comment dire, tous ces fantasmes sur le harem et les femmes enfermées, qui va fournir aussi un fond narratif et idéologique à ce féminisme-là.
Mais c'est aussi, moi je trouve que c'est, à travers ça, il y a une espèce d'identité française qui constamment se reconstruit. Parce qu'il faut l'alimenter, cette idée de ce que serait l'identité française. Donc l'islam est un bon, comment dire, ferment pour redire, ah ben non, mais être français, c'est ne pas être musulman. Donc voilà, ça surtout. Et alors, être une féministe, c'est ne pas être voilée. Comme si, je me mets un voile sur la tête, je perds ma cervelle, quoi. Ce que je dirais, c'est qu'il faut prendre la colonisation, le colonialisme très, très au sérieux. Très, très, très au sérieux. Ne pas le prendre simplement de manière historique. De comprendre ce qu'en a été les fondements. Pourquoi ça a marché. Pourquoi il y a eu autant de consentement à ça. Pourquoi ça n'a pas, je veux dire, les gens se précipitaient dans les eaux humains, se précipitaient aux expositions coloniales. Qu'est-ce qui a fabriqué ce consentement? Et comment ce consentement n'a pas pu disparaître comme ça? Et comment il y a quelque chose qui est resté d'une idée profonde, mais on leur a fait des hôpitaux et des routes, ils sont ingrats. Mais qu'est-ce qu'on entend encore tout le temps, ça? Tout le temps, on l'entend encore aujourd'hui. La manière dont des Français se voyagent et parlent des gens à l'extérieur, la manière dont ils arrivent dans les Outre-mer, avec ils ne savent pas, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'histoire, mais ça n'existe même pas. Ils sont chez eux. Il y a quelque chose qui n'a pas du tout été extrait, déraciné. Et on est en 2025 et au contraire, il y a même un retour, une obsession. Vous parliez d'apathie, mais il n'a dit qu'une chose qui était réelle. Il y a eu des enfumages. Il y a eu des massacres, absolument, disons, gratuits. Donc, de la manière dont des soldats allemands, des nazis, mettent des gens d'un village dans une église et fichent le feu, et donc les gens meurent asphyxiés, quelle est la différence avec des populations de villages algériens que l'armée française met dans une grotte et enfume, et ces gens meurent asphyxiés, des femmes. Quelle est la différence? Pourquoi ça ne pourrait pas? Pourquoi les Français seraient absous, l'armée française serait innocente de crimes comme cela? Donc c'est une question qui reste, et puis comme on le disait, ça continue la colonisation, parce qu'il faut mettre la main aujourd'hui sur des minerais absolument essentiels dans toutes les nouvelles technologies, et donc il faut continuer la guerre. Il faut continuer la guerre au peuple, et ce sont des guerres coloniales.